Ah ben bon, c'est ça. Premièrement, il y a, bon, vous savez qu'il y a un cours là. On s'était entendu Mhm. sur un cours et j'ai écrit un livre là, vite fait là, pour le cours, un truc de 270 pages euh, dans lequel il est question de tout ce que je viens de dire Mhm. et 10 fois plus. Seulement avoir cette histoire devant nous, bien partagée, vous voyez, suffit à nous conduire vraiment dans l'ancestralité. Mhm. Quelqu'un qui ne lit pas, ça je peux le dire, Mhm. ce livre-là, il est fait pour le cours, qui est vraiment enrichi Mhm. et pour servir de moule aux gens, eh bien, cette personne pourra toujours continuer à parler de notre histoire. Ça ne veut pas dire que cette personne nous raconte des bêtises, Mhm. mais il y aura des glissements. Parce que là, les pierres sont posées. Et on marche dans des lieux sûrs. On est capable de savoir ce qui est truqué et ce qui ne l'est pas. Mais et même les autres choses là, que nous allons découvrir, là, et le livre sert déjà de phare. La matière nous dira non, ce que vous venez d'entendre n'est pas un fait. Parce qu'un fait, c'est quelque chose qui est, quelque chose qui a eu lieu. C'est pour cela qu'il est. Et c'est arrivé une fois pour tout. Et ça ne disparaît pas. Le 14 août 1791 ne disparaîtra jamais. Parce que c'est un fait. Il a eu lieu, il est et il sera. C'est exactement la même chose pour ce qui est de la matière, parce que la matière est de l'histoire, elle est capable d'orienter, elle est capable d'expulser des opinions, des mensonges, pour faire place aux faits. Une chose est sûre, dans l'histoire, il y a les faits et la signification des faits. Certains pensent qu'il suffit de raconter un fait pour raconter l'histoire, mais non, c'est tout à fait faux. Le fait est enraciné dans sa signification. Et c'est ça qui n'est pas facile. Pour atteindre la justification d'un fait, il faut passer par la pensée qui l'a généré. Et cette même pensée, étant donné qu'il y a une logique
expulsera toutes les opinions qu'on veut faire passer pour des faits. Un exemple de cela. On nous raconte que Boukman était le chef du mouvement. Il y en a qui disent, mais non, Boukman ne peut pas être le chef du mouvement. C'est Georges Biassou qui était le chef du mouvement. Vous voyez comment les gens ne sont pas brillants. Alors, on se met debout pour expulser l'adversaire de notre sein. Et Saline avait dit, ils nous ont craché dessus, et bien nous aussi, nous en avons fait autant. Ils nous ont massacrés, et bien nous aussi. Tout ce qu'ils nous faisaient, eh bien nous aussi. Alors, c'est que ce sont des gens qui ne représentent rien pour nous si ce n'est des malheurs. Et on verra plus loin, il y a des gens qui étaient là dans leur sein, qui les laisseront tomber pour venir se joindre à nous. Donc, des gens qui arrivaient d'Europe comme eux. Parce qu'ils ont compris que la puissance, c'était là, la vérité, c'était là, et qu'il fallait se battre comme nous pour la vérité. Alors, dire que Biassou, qui est un libre et qui s'autoproclamait vice-roi, pourquoi vice-roi? Parce que Louis XVI, qui était le roi de France à cette époque-là, à cause de la Révolution, était en prison et on allait l'exécuter et plus tard. Il se faisait l'apôtre de la royauté française. Comment l'apôtre de la royauté française pouvait être le chef d'un groupe qui voulait anéantir la France? Cela n'a aucun sens. Nos adversaires n'ont aucun sens philosophique, aucun sens logique, aucun sens historique. Je ne dis même pas qu'il leur manque. Non. Ils n'en ont aucun. Biassou ne peut pas être dans notre camp. Il défendait la royauté française et nous détruisons la royauté française et tout ce qui était relié à la France. Vous voyez comment la connaissance de l'histoire nous permet de faire le ménage, de renvoyer le fatras qu'on veut nous imposer. C'est très important de bien comprendre le point de départ. Et plus on avance, plus le discours se rattache au point de départ. Ce qui est dit dans le livre.